14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Alors je vous propose qu'on fasse un petit récapitulatif sur un sujet essentiel, sur l'orgasme féminin. Alors certains diraient les orgasmes féminins. Je m'amuse en faisant cette différence entre le et les, parce qu'en fait, il n'y en a pas vraiment de différence. Pour ce sujet important, essentiel, devrais-je dire, je suis bien sûr en compagnie d'un sexothérapeute qui a beaucoup travaillé sur le désir et le plaisir féminin. Nous sommes avec Philippe Arlin. Merci Philippe d'être avec nous. Alors un des premiers obstacles à la jouissance féminine, c'est souvent sa méconnaissance de ses propres organes génitaux. Mais heureusement, depuis une vingtaine d'années, il y a beaucoup d'informations qui circulent, donc ça permet quand même un peu mieux aux femmes de se connaître. Et puis un autre obstacle, et non des moindres, c'est les mauvaises expériences. Je ne parle d'ailleurs pas que des abus trop jeunes que subissent les jeunes filles, mais aussi de toutes ces premières fois ratées, de ces rapports un peu subis, qui bien sûr vont laisser des impressions négatives sur ce qu'est la sexualité. Alors, rappelons-le, sur le plan anatomique, toutes les femmes peuvent avoir un orgasme. Et il n'est pas question de parler du vaginal, du clitoridien, voire même de l'anus. C'est juste un orgasme. Il part d'un endroit ou d'un autre. Donc, on va essayer avec Philippe Arlin de vous éclairer sur ce sujet vaste, parce que c'est vrai que la sexualité féminine est plus complexe que la sexualité masculine, bien que je ne dis pas que c'est si simple non plus pour les hommes. En tout cas, n'hésitez pas à venir poser des questions, à témoigner, et pour ça 0826 300 300. Philippe Arlin, vous avez la parole. Brigitte. Bonjour. Oui. En tant que sexothérapeute, oui, les femmes, c'est plus compliqué pour elles, il n'y a pas de doute. Alors, si on veut trouver une image qui va nous aider aujourd'hui, l'orgasme, c'est la lampe, et les différentes positions ou les différents endroits qu'il déclenche sont les interrupteurs. Donc, on va avoir des interrupteurs qui fonctionnent mieux que d'autres, et on va voir aussi que ça peut être pour des raisons physiques, moins de sensibilité à un endroit, mais aussi pour des raisons psychiques, parce qu'on va parler de l'importance de la psyché par rapport à l'orgasme. Il y a d'ailleurs des gens qui peuvent avoir un orgasme juste lié à la situation, au contexte, etc., et pas forcément à l'interrupteur utilisé, qui lui n'est pas forcément très sensible, et d'autres qui vont, dès qu'on appuie sur le bouton, exploser dans des dimensions intergalactiques. Donc, vous avez raison de le dire, c'est extrêmement complexe, mais à la fois être extrêmement simple si on comprend bien les mécanismes qui sont en jeu. Et c'est important pour tout le monde, je pense, de remettre tout ça à plat. Alors déjà, rappelons une chose essentielle, et ça c'est valable pour l'homme également, l'orgasme, c'est un réflexe, c'est-à-dire qu'il y a une jouissance, un plaisir qui monte, et à un moment donné, il y a une explosion, qui s'étend sur le corps. Qui s'étend sur le corps. Donc ça, c'est déjà une chose importante. Voilà. Et donc, c'est quand même important que les femmes l'entendent, parce que quand une femme a du plaisir, peut-être qu'à un moment, elle arrivera à l'orgasme. Donc, c'est déjà une bonne nouvelle. Voilà, c'est déjà que le courant passe. On va voir si on arrive à allumer la lumière. Ça veut dire aussi autre chose, si on comprend bien, et c'est quand même bien un peu de parler de nous de temps en temps, les hommes, c'est que éjaculer, c'est jouissance. Ça ne veut pas dire qu'il y aura orgasme derrière. L'orgasme masculin, c'est pas l'éjaculation. Les deux peuvent être liés, les deux peuvent être séparés, et on a bien souvent, malheureusement, que la jouissance liée à l'éjaculation. Mais on va revenir aux femmes. Et oui, beaucoup vont avoir du mal, des fois, à faire la différence entre jouir et avoir un orgasme. Et je pense que là, vous l'avez bien expliqué, il y a dans cette jouissance quelque chose qui monte, et dans l'orgasme, c'est quelque chose qui explose et qui s'étend. On a plus quelque chose qui est à la verticale pour la jouissance, c'est quelque chose qui explose à l'horizontale au niveau de l'orgasme. On va le ressentir dans tout le corps, et c'est effectivement ces réflexes. Voilà. Et puis après, c'est pour ça qu'il y a eu longtemps, et je pense qu'elle a fait beaucoup de tort aux femmes d'ailleurs, cette différence entre
l'orgasme vaginal, clitoridien, parce que moi j'ai souvenir, je l'entends moins maintenant, mais des femmes qui me disaient je n'ai pas d'orgasme, alors qu'en fait elles avaient des orgasmes clitoridiens, mais pour elles c'était pas des orgasmes parce que on a trop privilégié l'orgasme vaginal. D'où le contexte dont je parle dans le cerveau, c'est-à-dire que parmi les plaisirs ressentis par le corps, le cerveau va trier et va amplifier certains, diminuer d'autres. Et donc, on peut passer à la case pas intéressant, l'orgasme sur le clitoris, et j'ai pas dit clitoridien, et suramplifier un orgasme par voie interne, par pénétration, alors que dans la réalité des ressentis, on n'est peut-être pas très différent. Et donc, beaucoup de femmes peuvent passer à côté de leur orgasme parce qu'il n'est pas vécu au moment de la pénétration. Voilà. Et c'est vrai que les sensations sont parfois différentes, mais encore ça, on laissera les femmes dans témoigner. La montée de l'excitation, on peut avoir des choses très différentes. Et c'est pour ça qu'on peut avoir des orgasmes la nuit, en dormant, comme les hommes, il n'y a pas de problème. Sauf qu'on n'a peut-être pas, les daras ne s'en souviennent peut-être pas, donc il y a des femmes qui ignorent peut-être qu'elles ont des orgasmes la nuit, ce qui montre bien qu'il n'y a pas forcément toujours une nécessité de stimulation corporelle. Oui. Ça, c'est important quand même aussi de le dire, quoi. C'est-à-dire que le corps peut libérer cet écho qui va être l'orgasme, et ça peut se libérer tout seul. Voilà, et souvent c'est dû parce qu'il y a eu une excitation ou un désir. Oui, bien sûr, il peut y avoir un rêve qui était érotique, mais des fois même pas, ou en tout cas, de toute façon, on n'est pas dans les rêves de la personne, elle peut ne pas s'en rappeler. Absolument. Donc, mais oui. Oui, il y a des orgasmes qui peuvent intervenir absolument indépendamment de toute stimulation. C'est pas les orgasmes majoritaires. Et puis je pense qu'on l'aura aussi dans nos appels, de nombreuses auditrices qui arrivent à avoir des orgasmes quand elles se masturbent, quand elles sont seules, et qui n'arrivent pas à reproduire ça dans la relation avec l'autre. Ça, c'est aussi un sujet terriblement féminin. Et qui vient vraiment, justement, éclairer, encore une fois, tous les mécanismes qui rentrent en jeu dans l'orgasme et qui peuvent expliquer pourquoi, tout seul. Et c'est pas uniquement parce que je sais faire, c'est plus complexe que ça, on en parle. Voilà, et puis malheureusement, il y a des femmes qui sont très 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 coupées du plaisir. Et là, généralement, il y a souvent des raisons à ça. Bon, il y a peut-être des femmes qui sont vraiment coupées du corps, mais il n'y a pas de raison a priori. Non, souvent c'est le cerveau qui censure. C'est-à-dire que ce qui arrive d'en bas, c'est comme une information qui n'est pas acceptable. Quand vous triez vos mails, vous déterminez des spams, c'est un petit peu comme si le plaisir venant des organes génitaux est un spam, et il part dans le dossier spam sans que vous vous en rendiez compte, donc vous ne ressentez rien. Voilà, donc s'il n'y a pas de souffrance, après tout, c'est pas grave, on a le droit de vivre sans avoir de plaisir. Ce qui est intéressant, c'est de le déclarer comme message non indésirable, mais voire même souhaitable. Mais je veux dire, ce qui est important, c'est s'il y a souffrance, évidemment, il faut à ce moment-là... c'est pas du tout la même chose, il faut aller consulter. Et vous êtes Philippe Arlin, sexothérapeute, et évidemment apte à aider les femmes à trouver, à trouver leur plaisir. Voilà. Et puis, quand il y a douleur, forcément, c'est un handicap, donc il ne faut pas laisser des douleurs s'installer. Et là, pareil, quand il y a douleur, il y a moyen de régler ce problème également. Et la douleur, de par son mécanisme, bloque l'orgasme, elle empêche l'extension dans le corps. On peut avoir une jouissance éventuellement, mais ça ne va pas se développer. Voilà. Bon, on a déjà dit des choses, et puis maintenant on va vous écouter et avec vous, surtout les femmes bien sûr, mais bon, les hommes peuvent également téléphoner s'ils ont envie de poser des questions. 0826 300 300. On se retrouve dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. On est avec Philippe Arlin et nous évoquons l'orgasme féminin. Et puis on va commencer avec Laura, qui a beaucoup de choses à nous raconter visiblement. Bonjour Laura. Bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Bonjour Laura. Bonjour, j'écoutais votre introduction et en fait j'ai adoré quand vous parliez de lampe parce que je pense que je suis une vraie guirlande électrique. Voilà. Oh, c'est beau. Surtout en cette fin de période de Noël. Je vous imagine dans le sapin. Oui, c'est et mes orgasmes. Moi j'aurais dit sapine, mais bon. Oh, mais je vous le laisse. Sans problème.
Bon. Et mes petits orgasmes ou mes grands orgasmes, en fait, ressemblent à des couleurs comme ça, qui s'illuminent en fonction de mon plaisir. Je trouvais que c'était une jolie métaphore parce que C'est les joli, orgasmes, ouais, ouais. Mes orgasmes, comme je dis souvent, c'est mes shoots de plaisir, vraiment. J'ai l'impression quand j'orgasme que ça répand dans mon corps quelque chose de très puissant, comme une onde de choc ou une onde de plaisir. Et c'est suivant l'humeur, suivant Mais le c'est moment, pas, suivant le c'est pas une partenaire. impression. Voilà, hein, c'est ce que j'allais dire. C'est profondément réel. Il y a même eu des observations. On a eu des orgasmes sous contrôle et on sait qu'il se passe énormément de choses. C'est extrêmement bon pour le corps, pour la santé, pour le moral. C'est bon pour tout, l'orgasme. Oui, c'est un shoot d'adrénaline, Et de c'est cytocine. extraordinaire. Non, mais C'est extraordinaire. Plus les vibrations qui d'elles-mêmes repolarisent nos cellules. Enfin, il y a un travail incroyable qui se passe au moment de l'orgasme. Oui, tout à fait. Et puis après, on se sent reposé, calme, joyeux, puissante. Vraiment, il y a quelque chose de cet Tout ça pour ordre-là une derrière. guirlande. Oui. Et en fait, ce qui est intéressant dans l'orgasme, je trouve, c'est que ils ont sans cesse au cours de ma sexualité toujours changé. C'est-à-dire, alors pas forcément à cause du partenaire, mais dans la manière de faire, j'ai toujours l'impression que mes orgasmes sont différents des uns des autres. Soit parce qu'ils ont été furtifs, ils ont été rapides, ils ont été lents, profonds. Et là, moi, je suis ménopausée depuis 1 an. Ils ont encore changé, sont plus longs. À venir, mais plus long dans l'explosion. Donc, oui, plus profond, plus long, je dirais, j'ai remarqué. Et du coup, je trouve que c'est un moment que j'ai toujours envie de recommencer. Parce que, on se demande pourquoi. Hein. On en redemande. Et j'ai la chance d'avoir découvert, il n'y a pas forcément très très longtemps, mais que j'adorais avoir plusieurs orgasmes d'un coup successifs, on va dire, et certains jeux ou certaines soirées où en fait on passe des heures à faire l'amour, eh bien dans des couplets 2, 3, 4, 5, je vous assure que à la fin mon corps est en extase de bonheur. J'aurais du mal à décrire vraiment la sensation que ça me donne, mais vraiment j'ai envie de m'évader, je suis reliée à mon corps, à mes sensations. Alors quand je vous dis ça, je parle pas beaucoup de mes partenaires, mais j'avoue que quand j'ai un orgasme fort ou moins fort, il y a quand même un moment où j'ai l'impression d'être retranchée avec moi-même. Alors c'est peut-être pas... non mais ça c'est une chose qu'il faut dire, et c'est pareil pour l'homme. Au moment de l'orgasme, on est seul. C'est-à-dire que... D'ailleurs, on ne garde pas les yeux ouverts. Pour le déclencher, il faut savoir être seul aussi. C'est d'ailleurs dans ça repose l'explication de beaucoup de difficultés qu'ont certaines femmes à avoir un orgasme, c'est qu'elles ne savent pas être avec elles-mêmes à ce moment-là et donc laisser se produire cet écho qu'est l'orgasme. Donc on est seul pendant l'orgasme. Et moi, je prends mes orgasmes pratiquement tout le temps en me frottant ou en me caressant pendant que mon partenaire me pénètre. Et au début de ma sexualité, j'osais pas tellement et je préférais grimper sur mon partenaire en Amazone et frotter mon clito en fait sur leur ventre, et c'est comme ça que j'atteignais l'orgasme. Et puis petit à petit, je me suis dit après tout, allez, je place mes doigts aussi, et je m'amuse souvent à demander à mon partenaire si ça le gêne que je me caresse, et j'ai 100% de réponses qui me disent oh mais non, vas-y. Voilà. Oui, mais vous voyez, Laura, votre témoignage pour commencer l'émission, il est formidable, parce que ça montre quoi? Ça montre que vous connaissez, vous avez compris comment vous pouvez arriver à l'orgasme, et donc vous faites ce qu'il faut pour. Et c'est ça qui est important. C'est peut-être le premier conseil qu'on peut donner aux femmes qui nous écoutent. Essayez d'abord de découvrir ce qui vous permet d'arriver à l'orgasme, oui. Et puis d'adapter, parce que nous on le fait bien les hommes, hein, évidemment qu'on adapte, qu'on choisit une position qui nous excite plus, c'est normal, mais il y a encore
trop de tabou à se dire ah mais c'est un peu égoïste, si je me caresse, il va croire qu'il me suffit pas. Et pas du tout. C'est juste, je me connais, je fais ça. Après, on peut trouver, c'est ce que vous faisiez au début, puisque vous n'osiez pas le faire par vous-même, vous aviez trouvé cette position où vous pouviez vous frotter sur le ventre. Mais voilà, c'est-à-dire que avoir un orgasme, c'est aussi le décider, et ça n'a rien d'égoïste, et c'est pas quelque chose dont on laisse la responsabilité totalement à l'autre, parce qu'on risque d'être déçu. C'est pas comme ça que ça se passe. Ah, ça, je suis complètement d'accord. Parce que des fois, il y a des garçons, c'est pas des bons coups, mais tant qu'à faire de passer un moment. Oui, et tant qu'à faire de passer un moment, si lui, il n'est pas très très fort, c'est pas grave. Finalement, on peut se donner du plaisir soi-même, en final, avec l'aide de l'autre qui est pas non plus un cadeau. Donc, si je comprends bien, vous, votre manière préférée d'avoir un orgasme, c'est d'être pénétré par un homme qui vous pénètre, et vous stimulez le clitoris et vous avez un orgasme qui part de l'intérieur, mais dû aussi à une guirlande extérieure. Ah oui. Là, vraiment, la pénétration, elle est nécessaire quand vraiment je veux une satisfaction d'orgasme. Par exemple, le matin, si je suis un peu excitée, parce que j'ai dû rêver à des choses coquines ou pas, j'en sais rien. Si je me caresse pour me faire du bien, ça va être vite fait puissant, ça va me décharger d'une tension, on n'en parle plus, ça va mieux. Alors que quand même, quand je suis avec un garçon, c'est pas ça que je recherche. Il y a vraiment quelque chose d'une union à deux qui fait que j'ai vraiment du plaisir, là, du corps à corps, de la chaleur, des odeurs, de tout ce qui va, de son regard, de son envie, de son désir et du mien qui se mélange à tout ça. Et quand je suis là, oui, je trouve que la pénétration d'un sexe dans le mien, c'est une jouissance absolue, et qu'effectivement, je peux laisser venir et puis décider de dire tiens, vraiment là j'en peux plus, j'appuie sur l'interrupteur, clac, j'appuie sur le bouton, oui c'est ça, départ de la fusée, clac, dans le centre, et à ce moment-là j'y vais. Et puis des fois j'ai pas envie, donc je retire ma main et je le laisse s'activer, je reprends, et comme ça on a des tas de sensations différentes qui font que ça va, ça vient, ça recule, ça avance, ça se met en place, ça se remet pas en place, et puis ça se trouve, l'orgasme, il va être génial. Puis, des fois, il va être, 18, j'aurais pas dû attendre, peut-être. Enfin, il est plein de couleurs, plein de paillettes, il a des nuances tout le temps différentes. Et ça, c'est vraiment en collaboration, le mot, il est moche, en collaboration avec mon partenaire, parce que lui... En copénétration. En copénétration, c'est joli, ça. Voilà. Et ça, c'est un échange, mais c'est un échange de fluide. C'est pas que son sexe dans le mien, c'est son corps, c'est son envie, c'est pour ça que je dis quand un gars il est moins bon, mais c'est pas grave, parce que si dans ses yeux il y a de l'envie, moi c'est bien aussi. C'est pas et c'est vraiment quelque chose qu'on fait et que moi je ne laisse pas dans les mains entières de mon partenaire, parce que pour l'avoir tenté parfois, en fait, ça le met en difficulté, parce qu'il a sur ses épaules ou sur son sexe, en fait, une position où il va se dire, si je tiens pas encore 10 minutes, ça va être foutu. Non, mais parce que Laura, vous donnez une information importante dès le début de l'émission, c'est que, heureusement ou malheureusement, le clitoris joue quand même un rôle important dans l'orgasme, même si c'est lors d'une pénétration. Et je crois que votre témoignage pour démarrer l'émission, on n'aurait pas pu mieux tomber. Oui, et puis en plus, vous venez de nous donner un autre élément, celui dont je parlais, du psychisme. Votre psychisme, il se nourrit du désir que vous avez lu dans ses yeux, il se nourrit de son odeur, il se nourrit du contexte, il se nourrit des sentiments que vous avez pour lui. Et ça va être la caisse de résonance de votre orgasme. C'est-à-dire que, oui, il y a toutes les sensations physiques qui sont extrêmement importantes. Il y a cet interrupteur que vous utilisez visiblement à merveille, qui est votre clitoris. Et il y a en plus
tout ce plus qui est indispensable, qui va rendre, je trouve, l'orgasme à deux bien différent de l'orgasme seul. C'est le contexte psychique et tout ce plaisir que vous vous donnez, toutes ces émotions qui vont être la réponse cérébrale. Merci Laura, franchement, des témoignages comme ça, on avance, hein, et grâce à vos témoignages, donc on continue avec Philippe Arlin. Et dans un instant, c'est le Love Conseil, on va parler des rituels de couple. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. On sait l'importance des rituels, Philippe Arlin, hein, et donc forcément c'est important dans le couple de maintenir une bonne relation et donc de pourquoi pas utiliser des rituels qui vont vous permettre de vous prouver l'amour. Par exemple, chaque mois, vous pourriez fêter le jour de votre rencontre, le jour de votre mariage. En tout cas, ça vous permettrait au moins une fois par mois de célébrer quelque chose qui recimente l'amour entre vous. C'est pas nécessaire d'en faire trop, hein, mais une fois de temps en temps ça marche. Et puis moi j'aime bien aussi l'idée d'écouter sa chanson fétiche ou de regarder des photos de couple qui sont des photos de peut-être pas forcément de votre mariage, mais des photos de moments privilégiés. Le côté de se remémorer les bons moments, ça marche bien. Ces moments où on sent la complicité et l'amour sur les photos, où tiens, tu te rappelles, et le cerveau a le pouvoir justement de se remettre un peu dans l'état où il était à ce moment-là. Donc c'est une manière de régénérer, de renouveler le plaisir. Il ne faut pas oublier que dans les 5 langages de l'amour, il y a les moments partagés ensemble. Donc, je sais pas, partager, de regarder, c'était la pleine lune lundi, de regarder ensemble la pleine lune et de se faire un vœu, pourquoi pas de prendre une douche ensemble, enfin bon, bref, tous ces trucs-là, on les dit souvent, donc je vais pas tellement insister là-dessus, mais pour rendre ensemble le temps dans un café, de prendre un petit apéritif ou ou un jus de fruits, qu'importe. Et puis, il y a une chose que je trouve intéressante aussi, c'est d'offrir un gris-gris à son partenaire, un objet un peu fétiche, soit qu'on a acheté, soit qu'on a fabriqué, soit un objet qui est personnel et qu'on va faire cadeau à l'autre. Ça, c'est aussi quelque chose d'important parce que cet objet-là va rester une sorte de pense-bête que notre partenaire nous aime et nous l'a prouvé. N'oublie pas que je t'aime, c'est le code de l'objet, effectivement. Et des fois, ça peut énormément aider pour les personnes qui sont en insécurité d'avoir cet objet fort et symbolique que l'on peut tenir n'importe quand on a un doute ou autre, et qui nous rappelle cette vérité. Voilà, et c'est plus fort cette histoire de gris-gris qu'un bijou ou qu'un cadeau, parce que c'est vraiment un objet qui a une valeur symbolique et qui donc forcément est plus fort. Hein, ouais. Le symbole aussi, c'est important, et à chacun de trouver ses symboles. Oui, c'est ça. On parle souvent dans les traditions un peu ésotériques, mais peu importe, de charger un objet. Et là, c'est vraiment ça, c'est l'idée qu'on va associer. Ce qui fait que quand on sort l'objet, il y a les idées, il y a la symbolique, il y a tout qui vient avec, et c'est ça qui compte. Voilà, et on sait à quel point ça va nourrir le psychisme de l'autre et qui va donc c'est la Madeleine de Proust, hein, cette fameuse Madeleine qui fait remonter les souvenirs. Et bien voilà, on peut investir un objet de tout l'amour qu'on porte à l'autre pour que l'autre, quand il évoque ou touche cet objet, ressente et se rappelle. Et là, on voit bien que c'est pas du tout une question d'objet de valeur ou quoi que ce soit. Non. C'est une valeur symbolique. Voilà. Exactement. On va continuer avec Mathieu. Bonjour Mathieu. Bonjour. Bonjour Mathieu. Bonjour à tous. Eh bien, c'est bien que les hommes aussi témoignent sur l'orgasme féminin. Donc vous êtes très attentif, j'imagine, à ce que la femme avec qui vous êtes ait un orgasme. Oui, ça a toujours été, ça a toujours été le sujet le plus important pour moi, même au tout début, même ma première fois, ce qui m'a vraiment même fait beaucoup stresser, car en fait j'ai toujours eu peur de la simulation de la femme par rapport à l'orgasme, en fait que ça soit vraiment un orgasme réel et non un orgasme simulé. Donc du coup, moi j'ai toujours cherché à que ça soit réel et que ça soit dans une démarche sincère des deux partenaires, quoi. Oui, c'est pas toujours évident, hein, parce que il y a des femmes qui simulent très très bien. Exactement. Et pire que ça, il y a des femmes qui se le simulent très très bien, qui s'inventent l'orgasme.
c'était ça qui était dur. Donc là j'ai 32 ans, donc c'est vrai que moi ma première relation c'était 21 ans et j'ai pu du coup avoir plusieurs partenaires différentes et puis j'ai pu voir que c'était pas une science exacte et que toutes les filles étaient différentes et que c'était qu'il fallait du coup apprendre à connaître la personne pour pouvoir donner l'orgasme féminin d'une personne. Et du coup, c'est vrai que j'ai déjà donné des orgasmes à des femmes juste en pénétrant. J'ai déjà donné des orgasmes à des femmes sans pénétration et même sans toucher le clito, juste par l'effleurement sur les tétons et les choses comme ça. Et parce que aussi elle était très 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 excitée, donc du coup j'ai eu besoin quasiment de rien faire pour qu'elle ait un orgasme. Et j'ai déjà aussi eu des relations où elles n'ont pas eu du tout d'orgasme. Et je préférais qu'elle me dise qu'elle n'a pas eu d'orgasme que me faire croire qu'elle a eu un orgasme. Oui, alors ça c'est un vrai sujet. Alors, à la décharge des femmes, il y a des femmes qui vont avoir des orgasmes et qui vont pratiquement rien, pas gémir du tout, d'autres qui vont en faire des kilos et puis qui en fait ne jouissent pas. Donc c'est compliqué. Mais je crois que les hommes finalement préfèrent qu'on leur dise la vérité, à part ceux qui sont un peu machos et qui ont besoin d'avoir des compliments sans arrêt. Oui, vous préférez une femme qui vous dit qu'elle n'arrive pas à avoir d'orgasme. Et surtout, c'est préférable même s'il y a une relation qui continue, parce que ça permet en fait de faire plaisir du coup à la femme et puis de pas recommencer un truc qui ne lui fait pas du bien. Parce que si on ne sait pas qu'on ne lui fait pas du bien, forcément on peut recommencer toujours à faire la même chose sans lui donner de plaisir. Et puis on peut aussi, alors il y a cet exemple, mais que je pense qu'il faut relativiser, où c'est parce qu'on ne fait pas ce qu'il faut. Je pense qu'il faut que nous, les hommes, on se détende aussi. Bien sûr, il y a des choses indispensables à faire, mais il y a aussi des femmes qui, dans leur rapport à elles-mêmes, n'arrivent pas à atteindre l'orgasme. Et il n'y aura pas un magicien qui, tout d'un coup, ce qui est très rare, va les révéler à elles-mêmes, va faire la chose qu'elles ne savent pas faire et tout. Donc c'est aussi, et à la fois pouvoir dire à l'autre, j'ai du mal à avoir un orgasme et voilà, ou lui dire, non pas j'ai du mal à avoir un orgasme ou pas, lui dire, tu sais, si tu me fais des choses comme ça va plus me bloquer que m'aider. Et pour moi, c'est deux discours différents. C'est qu'il y a effectivement des pratiques qui bloquent, puis il y a aussi des femmes qui n'ont pas facilement d'orgasme. Je l'expliquais tout à l'heure, il y a des femmes qui y arrivent toutes seules, qui n'arrivent pas à créer le climat de confiance, de lâcher prise nécessaire à avoir un orgasme en présence de l'autre, même si l'autre s'y prend très bien. Oui, c'est vrai qu'il y a ça. Hein. Et puis aussi, c'est surtout ne pas chercher la performance, quoi. C'est vrai que plus j'ai vieilli, plus j'ai grandi, on va dire. Moins je cherchais cette performance de réussir à tout prix à donner un orgasme, et du coup, ça devenait beaucoup plus naturel entre les deux partenaires. Et là aujourd'hui, je suis avec ma partenaire depuis quelques années là, et je sais que ce qui lui fait du bien, c'est de savoir que moi je vais avoir un orgasme, et c'est lui dire au moment où je vais avoir un orgasme, que elle aussi elle va avoir un orgasme à ce moment-là. Donc très souvent on arrive à avoir des orgasmes au même moment, ce qui est très agréable et ce qui m'excite aussi beaucoup, quoi. Oui, mais cela dit, l'excitation de l'un, normalement, quand le couple fonctionne bien, entraîne l'excitation de l'autre. Donc il y a une sorte de montée de plaisir qui est commune. Vase communicant, oui. Ouais, c'est ça. Puis c'est cette capacité que les femmes et les hommes aussi peuvent avoir de se retenir, d'attendre pour exploser avec l'autre, pour accompagner. Ce qui n'est pas le plus simple. C'est pas le plus simple. Non, c'est déjà une vraie compétence, parce que il faut vraiment se connaître, parce que pour maintenir la jouissance en plateau, pour la laisser se transformer en orgasme, c'est pas simple. Donc c'est plutôt elle qui me laisse sa jouissance en plateau, et quand vous allez orgasmer, vous lui dites, et du coup elle lâche et non, ça peut être aussi elle qui vous dit qu'elle va venir.
C'est ça, en fait, on communique beaucoup sur ça. Alors, on parle pas beaucoup pendant le rapport, mais sur ça, quand on sait qu'il y en a un des deux qui va venir, on prévient l'accompagne. l'autre, voilà, on l'accompagne exactement. Voilà. On est bien élevé, on l'accompagne. Voilà, on l'accompagne et c'est même plaisant parce que même juste si par exemple on va la masturber avec mes doigts, bah, je sais que à un moment elle va me dire bah continue à ce moment-là et je sais que bah là il faut pas arrêter et puis que c'est son moment à elle et c'est bien qu'elle me le dise parce que ça on peut pas le deviner quoi si elle ne le dit pas. Et du coup, c'est vrai que la communication, comme Laura a dit, hein, la communication c'est le plus important, c'est voir l'autre s'épanouir, c'est un travail des deux personnes pour qu'il y ait un orgasme féminin. Oui, enfin en tout cas dans votre cas, c'est une communication qui visiblement fonctionne très très bien. Elle nourrit bien son plaisir à elle. Et puis, c'était comme ça dès le début ou ça s'est... Non, ça s'est fait vraiment en parlant. Bah, moi, surtout par rapport à l'expérience que j'ai eue par rapport aux autres relations, qui m'a permis aussi d'aider aussi ma partenaire aujourd'hui à avoir ce lâcher prise. Et puis aussi à connaître mon corps et puis inversement, moi, à connaître son corps aussi. Mais vous avez visiblement une assez bonne capacité à retenir votre éjaculation, donc déjà vous êtes c'est déjà un atout parce que quand un homme a du mal à retenir son éjaculation, c'est compliqué lors de la pénétration. Hein. Après, évidemment, quand on caresse le clitoris, c'est différent. On n'a pas besoin d'être en érection, mais dans le rapport, vous avez cette qualité-là, donc. Je veux dire, ça n'a pas été, inné. C'est-à-dire que, clairement, moi, quand j'ai commencé à 21 ans, j'étais même très précoce. Et c'est vraiment avec les expériences que j'ai eues où j'ai pu, entre guillemets, maîtriser ça. Mais ce que je veux dire, c'est pas... c'est pas inné. On n'est pas livré avec, ou très rarement. Voilà. Vous avez raison. C'est quelque chose d'inné. Et c'est même pour rassurer les gens qui sont... peut-être précoce, mais en soi c'est quelque chose qui peut se maîtriser. Mais bon, c'est pas forcément facile. Mais... c'est de toute façon comme on le répète, hein, c'est maîtriser son excitation. C'est pas l'éjaculation qu'on maîtrise. On maîtrise jamais l'éjaculation. On maîtrise effectivement le niveau d'excitation. Mais c'est vraiment très intéressant de se rendre compte que voilà, il y a plein de manières de fonctionner. Là, ce qui est chouette, c'est que vous avez trouvé celle de votre couple, et vous l'avez dit, et c'est important de le rappeler, personne n'a le même type d'orgasme. Les femmes ne se ressemblent pas, les hommes non plus. Alors oui, les interrupteurs dont je parlais tout à l'heure peuvent être les mêmes. Pour autant, ils vont pas fonctionner de la même manière, ils vont pas être tout le temps efficaces. Donc, prendre le temps de se découvrir. Parce que quand ça se produit dès la première fois, j'ai envie de dire, c'est de la chance. C'est très chouette. Mais là, franchement, c'est de la chance. Oui. Ouais, et puis comme là, comme vous disiez à Laura, la caisse de résonance. Et c'est vrai que la caisse de résonance des femmes, on va dire qu'elle est beaucoup plus multiple. Mais c'est vrai que aussi chez les hommes, on a cette caisse de résonance. Bien sûr. Et c'est vrai que ma partenaire a appris que aussi un homme avait plusieurs façons d'avoir un orgasme et non juste sur un bouton on/off de ce qu'on connaît, on va dire dans la généralité, quoi. Il y aurait beaucoup à dire sur l'orgasme aussi masculin, mais on le fera sûrement un jour. C'est effectivement aussi très complexe mais c'est bien parce que ça prouve que votre couple communique dans le bon sens, c'est-à-dire pour s'entraider et non pas pour se reprocher. Oui, vous allez dans le bon sens, il n'y a aucun doute là-dessus. Merci Mathieu, en tout cas, merci vraiment. On fait une petite pause, on continue d'évoquer l'orgasme féminin au 0826 300 300 avec Philippe Arlin qui est avec nous. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes aujourd'hui avec Philippe Arlin, sexothérapeute. Je rappelle également que vous pouvez consulter par Zoom si besoin, parce que je sais que c'est pas si simple de trouver un bon sexothérapeute. Donc, si vous voulez, vous pouvez consulter Philippe Arlin par Zoom si vous n'habitez pas à Poitiers. Bonjour Léa. Bonjour. Bonjour Léa. Bonjour
Bonjour Philippe. Bon, vous m'entendez? Oui, très Très bien, bien. Léa. On vous entend très bien, vous pouvez y aller, on vous écoute. Alors, donc sur votre sujet, donc surtout comment aider sa partenaire. Alors moi je pense que il y a une grande importance au niveau de la communication et dans le couple. Et je me dis que quand la communication n'est pas possible sur les problèmes justement d'orgasme, on va dire en l'occurrence pour la femme. En tout cas, si on communique, on n'arrive pas à parler de sexualité avec son partenaire, ça commence mal, oui. Voilà, on va dire que quand l'un des deux n'est pas à l'écoute de la communication, pour ce qui est pour ma part, j'ai quelqu'un qui est éjaculateur très 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 précoce, à point que parfois il suffit de pénétrer et il a déjà fini. Donc la communication était plus qu'importante. Et pour régler mon souci, vu qu'il n'y avait absolument aucune ouverture d'esprit, dans le sens où j'ai tout essayé pour en discuter avec lui, je me suis tournée vers une vie libertine qui, du coup, secrète, bien évidemment, qui me permet d'avoir des rapports plus longs. Oui. Voilà, alors du coup, d'être plus dans ce que j'appelle les orgasmes cérébraux, c'est-à-dire d'être plutôt dans quelque chose de cérébral parce que bien évidemment, on peut pas comparer ce type de relation avec en y mettant des sentiments, etc. Enfin, voilà. Et du coup, en fait, je me suis rendu compte que par ce biais, j'arrive à pouvoir être un petit peu libre dans ma sexualité, alors je le rends pas coupable de ce qui lui arrive, bien évidemment, mais dans la mesure où j'ai tout essayé pour communiquer, en parler, et que c'est fermé, c'est la seule solution que j'ai trouvée pour avoir une sexualité qui vous épanouit, oui, qui vous convient. De toute façon, visiblement, il est éjaculateur précoce. Vous n'avez pas la possibilité de communiquer avec lui. Soit vous le quittez, soit vous vous frustrez, soit vous allez voir ailleurs. Je vois pas beaucoup d'autres solutions. Hein. Alors, on est d'accord. Mon sujet, c'était, mon questionnement, c'était, est-ce que, alors, je n'ai pas voulu mettre en balance la vie de mes enfants avec leur père, parce que la sexualité de leur père ne les concerne pas. Il n'était pas question que pour mon propre plaisir, je les prive de leur père. Donc, j'ai choisi cette formule. Qui a aussi ses inconvénients, on va pas se mentir, mais qui me permet d'avoir une vie de femme et à la fois de ne pas priver mes enfants de leur père, en fait. Dans votre cas, il n'y a pas de bonne solution. C'est-à-dire que la seule bonne solution qui existerait, c'est qu'il accepte d'entendre la problématique et qu'il se prenne en charge. Il n'est effectivement ni responsable ni coupable de son éjaculation précoce, mais par contre, il est responsable et coupable de ne pas la prendre en charge, de ne pas la gérer, de ne pas la gérer, voilà, et de ne pas entendre que la sexualité, ça se fait à deux, et que peut-être que quand il éjacule un peu rapidement, votre plaisir n'est pas au rendez-vous. Donc il y a quand même un souci dans son écoute. Donc à partir du moment où il y a ce souci, voilà, vous avez essayé de trouver une solution pour que ça ne s'amplifie pas et que ça n'explose pas, avec le risque que ça explose s'il découvre ce que vous faites à côté. Donc c'est une solution boiteuse, mais qui, malgré tout, a au moins l'avantage de vous apporter un apaisement et d'éviter de tout faire exploser. Et puis, il faut quand même dire une chose, quand dans un couple, il y a une sexualité qui ne convient pas du tout à l'un ou à l'autre, en l'occurrence, c'était une sexualité qui ne vous convenait absolument pas, Léa, si je comprends bien, on peut finir par en vouloir à l'autre et à devenir désagréable, et à ce moment-là, ça nuit au couple. Tandis que là, vous allez voir ailleurs, du coup, vous lui pardonnez, si je puis dire, son incapacité à résoudre ce problème. J'aurais plutôt tendance à dire que je me pardonne ma vie à côté, dans le sens où j'estime avoir tout fait. C'est-à-dire que j'ai amené des jouets, j'ai amené de la conversation, j'ai tenté d'aller voir un médecin qui a tenté un médicament qu'il n'a jamais voulu prendre.
J'ai tenté de discuter et son point de vue, ça se finit par... j'ose pas utiliser le terme que je... On est entre nous, allez-y. Mais les moments où quand lui il a fini, alors parfois c'est 1 ou 2 allers-retours, parfois juste il rentre, parfois ça n'atteint jamais la minute. Après il dort, c'est-à-dire que à partir du moment où je me dis, j'ai tout essayé, c'est-à-dire les substituts, quand on aime la personne avec qui on est, c'est pas la meilleure des situations, mais c'est une solution pour dire, écoute, voilà, ça ne fait pas de toi moins un homme, entre guillemets. C'est voilà, il y a des choses qui existent aujourd'hui, il y a des choses qu'on peut faire. À partir du moment où tu arrives à permettre à ta partenaire d'atteindre l'orgasme ou d'avoir du plaisir, si on enlève même le sujet orgasme, il y a des choses qui sont faisables sans que tu te sentes moins diminué. Mais ça montre bien qu'on n'est pas obligé de faire un long rapport pour être père, hein, en tout cas. On est entièrement d'accord. Ouais. Alors après, mais Léa, il y a quelque chose forcément chez lui enfin, ça parle de lui, son problème de ne pas vouloir reconnaître, accepter et communiquer. Ça parle de lui, et ça, vous avez certainement une petite idée de ce que ça parle de lui. Bon, après, moi, j'ai pas... Enfin, je veux dire, on a rien d'autre à dire que vous avez fait un choix qui vous convient. Vous avez fait surtout ce que vous avez pu. Mais puis, on n'a rien à dire. Hein. Oui, je ne sais pas s'il me convient, mais je vais dire que c'est peut-être le moins pire pour le moment. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est le moins pire. Après, il a ses avantages, parce que j'ai pu naviguer dans l'univers de l'onanisme. Hein, donc, j'ai pu m'amuser seule et avec moi-même et finalement me découvrir Fontaine, ce que j'ignorais auparavant. J'ai pu... Mais c'est bien parce que vous arrivez finalement à trouver des avantages grâce à la situation. Finalement, vous avez peut-être eu des découvertes de beaucoup plus de choses sexuellement que si vous aviez eu un mari qui avait accepté de communiquer. Bon. Ouais. Et c'est voilà, moi ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement il n'y a pas de faute de l'un, enfin. En tout cas, dans ce genre de contexte, il n'y a pas de responsable. Mais et là où je suis d'accord avec Philippe Arlin, c'est qu'effectivement, son refus de communiquer sur le sujet, c'est peut-être facile pour certains. Enfin, certains vont me dire c'est facile de dire ça et ça justifie sa vie libertine, etc. Mais en fait, s'il avait accepté de discuter, les choses, j'aurais peut-être pu prendre d'autres décisions. Mais voilà, moi, ce que je voulais dire, c'est que quelle que soit la façon dont on vit ces choses, en parler... Oui, mais vous savez, on le dit toujours, en parler, c'est déjà reconnaître qu'il y a un problème. Et lui, il peut pas. Ou a besoin. On n'est pas forcément... Mais bien sûr. On n'est pas forcément obligé de parler d'un problème, c'est-à-dire que... Oui, on pourrait parler de votre besoin de jouir. Vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire qu'à un moment donné... J'ai une image qui m'amuse et je dis mais quand je commence à avoir le clitoris clignotant, comme je l'appelle, c'est qu'à un moment donné on a besoin physiologiquement de la sexualité, on en a besoin à un moment donné. Mais Léa, merci de votre témoignage, parce que ça montre aussi que les femmes ont des besoins sexuels et je crois que votre témoignage montre bien qu'au XXIe siècle, il y a encore des personnes pour qui la sexualité est totalement taboue et qui vont continuer toute leur vie à avoir une sexualité minable. Oui, parce que c'est pas satisfaisant pour lui. Hein. J'imagine bien. Donc merci de ce témoignage. Vous avez dit les choses avec beaucoup de cœur et on n'a pas à vous juger, personne n'a à vous juger. Et certainement que grâce à votre témoignage, vous allez aussi déculpabiliser un certain nombre de personnes. Merci beaucoup Léa. On fait une petite pause et on continue à évoquer l'orgasme féminin qui est si important, hein, on l'entend bien depuis le début de l'émission. Avec vous Philippe Arlin, tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
Nous sommes aujourd'hui avec Philippe Arlin. Vous êtes sexothérapeute. Vous avez écrit également plusieurs livres, notamment un sur le désir, Libérer votre désir, aux éditions de la Musardine. C'est en poche. On peut vous retrouver aussi dans un livre un peu humoristique, Charlie, le chat du sexologue, également aux éditions de la Musardine. Dans ce livre, vous parlez un peu de tout ce qu'on peut dire sur la sexualité. J'avais envie de parler de sexualité. Je me suis dit, il n'y a rien de plus rasoir qu'un livre qui récite, qui est un truc. Et je me suis associé avec un dessinateur dont j'aime beaucoup le trait d'humour. Et on a trouvé cette espèce de trait d'union qui est entre nous deux. On adore les chats. Et j'ai un chat, malheureusement il est décédé, qui espionnait mes consultations, qui aimait bien venir s'asseoir et tout. Et j'ai imaginé que ce chat, à force d'écouter, allait répandre mes conseils à l'extérieur. En gros, il me piquait ma clientèle. Et voilà, c'est le chat du sexologue qui donne plein de conseils et qui met un humour que seul les dessins du chat. Et ça permet d'aborder les questions sérieuses de la sexualité, parce que tous les thèmes sont sérieux, mais avec un regard d'autodérision et d'humour. Exactement, et c'est toute la difficulté d'ailleurs de la sexualité. On le voit avec le témoignage qu'on vient d'avoir de Léa, qui était un témoignage qui m'a touché. C'est vrai que c'est compliqué parce que c'est parfois tellement sérieux. On parle de la rapidité avec humour, de l'absence d'érection avec humour, de l'absence d'orgasme. On essaye justement, parce que c'est difficile à aborder, on se dit, si c'est un chat qui nous le dit, c'est moins vexant. On continue avec Fabienne qui nous rejoint. Bonjour Fabienne, merci d'être avec nous. Bonjour Philippe, bonjour Brigitte. Bonjour Fabienne. Bonjour. Eh bien donc, vous avancez aussi dans votre découverte de la jouissance grâce à votre compagnon, je crois, Fabienne, c'est bien ça ? Oui, et en fait, j'ai vraiment la chance d'avoir je crois, le compagnon de rêve merveilleux, qui est d'une bienveillance et d'une acceptation me concernant incroyable, parce que moi je suis dans un parcours en fait de sexualité un petit peu compliqué dans la notion du plaisir. J'ai une trentaine d'années de vie sexuelle qui a été faite de haut et de bas, de plusieurs partenaires, d'un mari et choses comme ça. Et en fait, avec chacun que j'ai pu avoir, ça n'a jamais été la même façon de faire l'amour, ça n'a jamais été la même façon d'avoir un orgasme. Et avec, pardon d'être un petit peu cru, mais puisqu'on parle de sexualité, avec certains hommes, j'ai fait l'amour, et avec d'autres, j'ai baisé. Et là, par rapport à mon amoureux actuel, par rapport à la notion de l'orgasme et du plaisir, j'ai été victime de pédophilie toute petite, et en fait, il y a 2 mois, j'avais la mémoire et la certitude, mais en fait, j'ai retrouvé le souvenir de ce qui m'a été fait. Et je rencontre un problème, c'est que par rapport à ça, l'anatomie de l'homme me pose un problème. Alors j'ai la chance de pouvoir en parler avec mon compagnon. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est que moi je suis quelqu'un de cérébral, et qu'avec du temps, de la patience, de la bienveillance, de l'acceptation, du respect et du consentement, on peut aussi avoir un orgasme qui va peut-être être un petit peu plus long ou un petit peu diffus. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est que je suis le genre de personne, quand je fais l'amour, je n'attends pas l'orgasme pour avoir du plaisir. Les caresses, les baisers, les jeux érotiques, les positions vont déjà m'apporter un immense plaisir. Et je préfère avoir ce plaisir-là. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué à l'heure actuelle depuis 2 mois. Mais voilà, on y arrive quand même. Mais plutôt que d'avoir cette fameuse bombe de plaisir qui va durer quelques secondes, quelques minutes, et on peut dire ok, j'ai joui, j'ai mon orgasme. Moi, je sais que je me contente pas de ça, et j'ai la chance d'avoir mon compagnon qui est sur la même longueur d'onde que moi à ce niveau-là. Voilà, sachant que voilà. Et ça, c'est une parole très féminine que les hommes comprennent pas toujours. Une femme, si elle a du plaisir durant le rapport, déjà ça lui va bien. Pour un homme, c'est compliqué parce que s'il n'a pas son éjaculation, il a l'impression qu'il est passé à côté. Ouais.
C'est ça. Et en plus, ce que vous dites, Brigitte, est complètement juste. Mais du coup, ça vient un petit peu chez nous, la femme, c'est aussi un petit peu ça. C'est se dire, mais finalement, t'as pas éjaculé. Et vous voyez, ce que vous dites est très intéressant, parce que la dernière fois, mon compagnon n'a pas éjaculé. Et moi, je lui dis, mais t'es sûr que tu as pris du plaisir? Alors qu'il m'a dit, mais complètement, j'en ai pris. Et vous voyez, même nous, les femmes, on a un petit peu ce schéma de se dire, il faut absolument passer par l'éjaculation pour chez un homme pour dire, en effet, il y a eu l'orgasme. Je vous confirme que nous, les hommes, pouvons jouir de 10 000 façons autres que l'éjaculation, qui certes est intéressante, qui est un plaisir que je ne vais pas renier, mais vous avez tout à fait raison de parler de cet autre plaisir dans l'échange, dans la caresse. Alors si on a la chance d'avoir un peu éveillé les zones érogènes de son corps, il y a 10 000 sensations tout à fait plaisantes qui peuvent se produire sur le corps sans forcément aboutir à l'éjaculation. Et c'est ça qui est intéressant, parce que cette éjaculation, c'est une finalité. C'est vraiment pour nous les hommes comme un couperet qui tombe. Et des fois, l'idée de ne pas être obligé de le laisser tomber, c'est très agréable de rester en suspens. Donc oui, on a un peu trop tendance, y compris nous les hommes, de dire « Ah, mais j'ai pas fini ». Parce qu'on va le dire comme ça. Et effectivement, les femmes de reprendre à elles-mêmes ce discours. C'est très chouette ce que vous dites, parce que ça prouve que voilà, vous avez libéré quelque chose et vous avez été chercher un plaisir différent, mais qui n'est pas moins intéressant, ailleurs. Ah, mais complètement. Et on se posait même la question éventuellement de faire un stage de tantrisme, justement, parce qu'on découvre vraiment du plaisir, ne serait-ce aussi que par le jeu du regard. Vous voyez, alors évidemment que alors je fais bien la différence aussi de prendre le plaisir et d'avoir un orgasme. On fait l'amour et on ne baisse pas, même si on peut avoir des positions, des attitudes. On n'est pas des brebis égarées. Et voilà, on fait l'amour et des fois, voilà, c'est différent. Mais d'ailleurs, on fait l'amour, ça veut dire qu'on s'aime, et visiblement vous êtes avec un compagnon, il y a de l'amour entre vous. Alors le tantrisme, pourquoi pas? Attention aujourd'hui, parce qu'on a tout et n'importe quoi dans le tantrisme. On est d'accord. Oui, et j'ai l'impression que vous avez déjà trouvé ce que vous pourriez trouver dans le tantrisme. Oui, c'est pas faux. C'est-à-dire que le tantrisme, c'est un peu, j'ai envie de dire, une porte d'entrée à comprendre que notre plus bel organe sexuel, c'est notre corps, et non pas pour les hommes notre pénis, et les femmes le clitoris et le vagin. C'est notre corps, et c'est déjà d'apprendre à ressentir au niveau du corps. Or, ce que vous venez de nous dire, c'est que vous êtes déjà polarisés tous les deux là-dessus, donc vivez-le. Ça sera peut-être comme du tantrisme, ça sera peut-être différent. C'est surtout votre histoire d'amour à tous les deux. Et je pense que vous n'avez pas besoin de plus si vous êtes capable de raisonner ensemble sur ce diapason-là. Ah, ça me touche énormément ce que vous dites, Philippe, parce que c'est vrai que on a une très très belle communion. Mais au-delà de la communion, il y a, comme je vous le dis, il y a vraiment beaucoup de respect, d'acceptation, de sa part, de patience aussi. C'est quelqu'un qui va pas me mettre la pression, qui va pas avoir il a certainement besoin, parce que c'est un homme, mais qui va le réprimer et qui va toujours avoir le sourire. C'est-à-dire que ça, pour moi, c'est important, parce que ça vous met en confiance, bien sûr. Voilà, ça me met en confiance. Et après, même si on le fait peut-être moins que d'autres personnes, quand on le fait, c'est beau, c'est magique, et je me donne à lui. Et grâce à lui, d'ailleurs, c'est vrai que ce matin, je me suis trouvée à lui dire, c'était la première fois de ma vie, j'ai une 50aine d'années, je lui dis, je me trouve jolie et j'aime mon corps, alors qu'avant, je le détestais. Et c'est génial de vieillir, parce que quand on est avec les bonnes personnes, avec les belles choses comme ça, et on voit les choses autrement et différemment. Et c'est vrai que pareil, d'aimer mon corps, moi je sais que plus jeune, faire l'amour pouvait être compliqué, parce que je me suis dit, mon Dieu, il va avoir ce bourrelet-là. En fait, j'étais freinée dans le plaisir ou dans le désir, parce que je complexais, et en fait je pensais au complexe, alors que maintenant c'est non, vas-y quoi, je veux dire, je me lâche et c'est très bien, et on m'aime comme je suis, et peu importe si j'ai 3 kilos de trop ou de moins, ou que j'ai une ride, je m'en fiche. L'important c'est de le faire et d'aimer ça.
Quoi dire? Merci de ce beau témoignage, Fabienne. Continuez à vous réparer avec amour. Oui, exactement. C'est ça. En fait, c'est ça à quoi sert aussi la sexualité. Je le dis souvent. Hein. Ça nous répare d'un manque de confiance en soi, d'un manque d'estime, d'un manque d'épreuves. Et ça peut nous briser quand c'est mal vécu. Mais là, ça répare. Voilà. Merci beaucoup, Fabienne. Merci à vous. On fait une petite pause et puis on continue, bien sûr, sur Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Le plaisir féminin, c'est quand même beau d'entendre les femmes parler de leur plaisir, Philippe Arlin, hein, franchement. Parler de leur corps, de leur plaisir, de l'amour. Et on a de la chance aujourd'hui. On va écouter Clara. Bonjour Clara. Oui, bonjour. Bonjour Clara. Oui, je vous remercie de me prendre à l'antenne. C'est nous, on vous remercie. Puis alors vraiment, c'est super agréable de vous entendre parler, vous les femmes, de votre plaisir. Je suis sûre que ça fait du bien à tout le monde qui nous écoute. Merci donc de prendre la parole, Clara. Oui, alors moi je voulais vous dire aussi, en ce qui me concerne, que j'arrive pas à capter toujours les vues de monsieur sur moi. Je désire, parce que moi je les exprime, mais lui il les exprime pas. Moi j'exprime également par le regard. Alors j'arrive pas à lui faire plaisir à lui, à savoir ses plaisirs à lui. Vous voyez? Je connais les zones érogènes classiques de la jante masculine, mais je n'arrive pas à capter facilement. Mais vous aimeriez quoi? Vous aimeriez qu'il vous dise plus ce qu'il a envie? Il a des érections, il a des éjaculations, il a du plaisir ou il n'y en a pas? Si, il a du plaisir, mais c'est-à-dire que moi je montre ce qui me fait plaisir, je guide, mais lui il dit rien. C'est quelqu'un qui respire à peine, quoi. Oui, il est très introverti. J'espère pour lui qu'il respire un peu. Il est très introverti et c'est compliqué pour lui de parler de sexualité et notamment durant l'acte. Oui. Avec un autre homme, la personne, on sent son consentement sur le visage. Est-ce qu'il est pudique? Même s'il est très timide. Alors que lui, j'entends à peine respirer, ou alors c'est moi qui crie trop, je n'en sais rien. Non, mais vous avez affaire à un homme, et on a des femmes très comme réservé. Ça aussi, hein, qui intériorisent le plaisir et qui donc le ressent de l'intérieur, mais ne peut pas. S'il devait dire exprimer, respirer fort, gémir, etc., il passerait à côté de son plaisir. Sa manière de le vivre, c'est de l'intérioriser. Ouais. Je pense qu'il n'arrive pas à se vivre excité dans le sens manifestant son excitation. Donc il retient, il ne montre pas et c'est sa manière à lui. En même temps, il arrive à vous donner du plaisir. Donc je pense que... non, c'est moi qui prends le plaisir. Vous le prenez, c'est pas... Oui. D'accord. Non, mais vous voyez, c'est important de poser la question. Clara, est-ce qu'il a des érections? Oui. Il les maintient. Oui, c'est ça. Donc il y a de l'excitation et du plaisir, sinon l'érection serait plus là. D'accord. Donc ça, c'est déjà un bon point. C'est l'avantage quand même qu'on a, nous les femmes, par rapport aux hommes. On vous offre le baromètre. On a le baromètre, oui. Le thermomètre, il est au maximum. Ça, le mercure monte. Bon. D'accord. Et après, est-ce qu'il éjacule? Des fois oui, des fois non. D'accord. Donc ça permet de douter du plaisir qu'il peut prendre pendant les rapports. Non, puisque tout à l'heure j'écoutais l'émission où vous dites qu'on n'est pas obligé d'éjaculer. Oui. Mais lui, qu'est-ce qu'il en dit? Je lui en parle pas, c'est délicat. J'ose pas lui dire, alors t'as éprouvé du plaisir. D'habitude c'est l'homme qui dit ça à la femme. Enfin, c'est ce que Non, mais pourquoi pas? Vous pourriez dire parce qu'il y a des hommes qui ont des orgasmes sans éjaculer aussi, donc c'est compliqué, hein. Oui. Ouais, peut-être partez du fait de dire écoute, là moi j'ai pris du plaisir et toi c'était comment? Enfin, partez de vous. Voyez, de dire c'était chouette ou aujourd'hui c'était 9 sur 10 et toi c'était combien sur 10? Ouais. Essayez de vous amuser un tout petit peu, parce que comme il a l'air un peu, peut-être très pudique, peut-être un peu timide, faut mettre un peu d'humour pour désamorcer. Seulement sur la relation frater d'ordre charnel, pas dans les autres domaines. Les autres domaines, il communique.
Il communique bien, oui. Oui, donc il a cette pudeur. Il y a une pudeur. C'est peut-être que de la pudeur. Enfin, c'est pas que de la pudeur, parce que c'est important quand les gens sont très très pudiques sur le plan sexuel, c'est très compliqué de communiquer. Mais un peu d'humour, ça peut permettre de quand même vous demandez-lui sa météo sexuelle. Ouais. Mais un jour, j'ai été vexée parce que j'ai fait une bonne fellation. J'avais jamais fait ça à aucun autre homme. Et il m'a fait signe d'aller vite jeter le sperme dans le lavabo. Et j'ai pas compris du tout, ça m'a vexée. Puis il s'est lavé la verge au moins 10 fois. J'ai dit, ah bon? Alors même s'il est allergique au latex, je me suis dit, 3 fois ça suffit. Je suis pas non plus... Oui, mais ça... Je ne suis pas être une personne qui a beaucoup de relations en même temps, quoi, vous voyez? Oui, donc mais ça m'a vexée, hein. Mais non, mais c'est son fonctionnement. Donc ça veut dire que c'est une pratique qu'il ne va pas forcément rechercher. Ah, il aime pas faire l'amour. Non, la fellation, c'est quelque chose d'un peu... Je disais, c'est peut-être une pratique qui est un peu taboue pour lui. Ah, d'accord. Et que comme il y a des femmes qui se sentent souillées par le sperme des hommes, il y a des hommes qui ont l'impression de souiller les femmes. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il vous a demandé très vite d'aller vous nettoyer, parce que c'est sale. C'est-à-dire que il y a des hommes qui peuvent avoir une vision sale de leur sperme. Alors je me suis dit, je lui fais plus ça, puisque apparemment il n'aime pas. Alors il peut aimer, mais ce qu'il faut, c'est que vous gériez le plus discrètement et le plus rapidement possible. En gros, faut absolument pas appesantir sur le liquide. Il a peut-être juste un problème avec ses propres sécrétions, et pour lui c'est sale, et le fait que vous gardiez ça en bouche, ça le dégoûte. Il faut, et c'est peut-être... Est-ce qu'il va se laver après un rapport sexuel ? Assez rapidement. Ah oui, il est propre, oui, il n'y a pas de problème. Oui, non, mais ce que je veux dire, est-ce qu'après un rapport sexuel, il se lève pour aller se rincer très vite quand il a éjaculé? Pas très vite forcément, non, mais le fait qu'il ait lavé sa verge au moins une fois, je dis, mais il exagère quand même, hein. Il vaut mieux trop que pas assez dans ce domaine, Clara. Non, mais je pense qu'il est peut-être pas à l'aise avec cet acte-là. Vous savez, la fellation, il y a quelque chose qui est, je pense à tort évidemment, mais de vécu comme tabou, d'humiliant, etc. Dans des phrases toutes faites, on entend que ça ne devrait pas exister dans un couple qui se respecte, etc. S'il a une vision un peu négative de ça, ça peut expliquer toute cette pression qu'il a mis à ce que vous alliez vous laver. Mais il faudrait peut-être mettre de l'humour là-dedans, mais je ne sais pas si c'est facile, et de lui dire, mais... En tout cas, Clara, ce qu'on peut dire, c'est que ça parle de lui, tout ce que vous nous racontez, c'est pas vous. Vous êtes à l'aise, vous faites visiblement, il a l'air d'être bien avec vous, puisqu'il reste avec vous, donc soyez plus cool par rapport à tout ça. C'est lui qui a des blocages, c'est lui qui est compliqué. N'interprétez pas trop ce qu'il fait, parce que je crois que ça parle de ça. Ça vous blesse vous, donc c'est pas utile. Et ça parle de sa pudeur, de sa timidité, de fait qu'il n'est pas très à l'aise avec la sexualité. Donc apprivoisez-le et n'essayez pas trop d'interpréter ce que ça signifierait. Tant qu'il vous dit rien, vous avez pas trop de pistes, et nous Oui, mais je me dis, moi j'ai pris plein de plaisir. Tant mieux. Et puis je l'ai manifesté, mais est-ce que lui il en a pris autant que moi? C'est ça, quoi. Prenez, c'est toujours ça de prix. Pourquoi il faudrait que ça soit à égalité? Détendez-vous. S'il n'en prend pas plus, c'est aussi parce qu'il s'en donne pas les moyens. Donc vous n'allez pas vous reprocher d'un plaisir qu'il prend pas. C'est pas comme si vous l'empêchiez de le prendre. S'il communique pas, s'il ne demande pas, il a le plaisir qu'il s'autorise à prendre. Donc prenez le vôtre, et si le vôtre est plus important, c'est pas une hiérarchie. Tout va bien. Merci Clara, en tout cas, merci beaucoup. On va se quitter un court instant, on va se retrouver pour le sexo-conseil. On va revenir sur la sodomie, parce que ça fait partie aussi des plaisirs et éventuellement des orgasmes. Il y a des interrupteurs là aussi. Exactement. Et puis on va parler ensuite de la new romance qui cartonne. Les femmes achètent de plus en plus de new romance, et on en parlera dans un instant.
Brigitte Lahaie, Sud Radio, le sexe au conseil. Alors, je profite d'être avec un sexothérapeute, Philippe Arlin, pour évoquer un sujet encore un peu délicat, la sodomie. Certes, elle est beaucoup moins taboue, ça reste tout de même beaucoup moins simple qu'une pénétration vaginale, tout simplement parce que c'est pas totalement naturel. Les derniers chiffres dans l'enquête sur la sexualité ont bien montré que ça reste une pratique quand même assez marginale, en tout cas dans les pratiques régulières. Il y a beaucoup de femmes qui ont essayé une fois ou deux et c'était d'ailleurs pas toujours convaincant. Alors voilà, donc en revanche, si on prend du plaisir, c'est pas contre nature, puisque le plaisir est naturel, donc il faut pas s'en priver. Alors cela étant dit, il faut que celui qui est pénétré, le ou la partenaire, doit se relaxer et laisser le sphincter anal se détendre. Et c'est ça souvent qu'on oublie, parce qu'en fait, quand on va à la selle, on pousse. Et c'est donc là toute la différence, évidemment. C'est que le sphincter, là, on va lui demander de s'ouvrir dans l'autre sens. Donc on ne peut pas lui demander de s'ouvrir dans l'autre sens, on peut juste apprendre à le détendre de façon à ce que quand on fait une forme d'effraction, c'est-à-dire qu'on rentre dans le sens inverse de l'ouverture du sphincter, il n'y ait pas de douleur. Voilà, donc d'autant plus si on a un sphincter qui est puissant, il faut d'autant plus se relâcher. Il faut prendre du temps. Et ce qui est important à comprendre, c'est que lorsqu'on a envie d'aller à la selle, naturellement, le sphincter se relâche. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit qu'il faut y aller quand on en a envie, parce que sinon, après, le sphincter, il ne sait plus très bien, et c'est là où on devient constipé. Enfin bref, désolé de donner des détails, mais c'est important que les gens comprennent bien comment notre corps fonctionne. Et ce qui est important aussi, c'est de ne pas oublier qu'il y a deux sphincters. C'est-à-dire qu'il y a ce que l'on connaît, il y a l'anus, mais c'est pas lui le sphincter anal. Le sphincter anal, il est légèrement plus haut. Et souvent, on croit que parce qu'on a passé l'anus, qui est la première porte d'entrée, c'est la fête. Ça va rentrer tout seul. Non, c'est pas la encore... vraie porte, elle est derrière. Exactement. La porte par feu est derrière. Et c'est là qu'il faut aller, et c'est vraiment la personne qui pénètre qui doit vraiment apprendre l'anatomie. C'est là qu'il faut aller doucement, parce que c'est à cette porte-là qu'il faut attendre qu'on nous ouvre. On ne pousse pas. On ne rentre pas en effraction dans cet endroit. Non, parce que sinon ça va être extrêmement douloureux, alors qu'avec un tout petit peu d'attente, on peut avoir un sas qui s'ouvre et effectivement, après, il n'y aura plus de douleur parce que le sphincter, à partir du moment où il va y avoir une pénétration qui durera, le sphincter va rester ouvert. Voilà, va se relâcher et rester ouvert. C'est pour ça qu'il ne faut pas forcer le passage parce que sinon ça fait mal et ça peut même endommager la partie concernée. Et après, le corps est dans un réflexe de protection et donc là, c'est juste... comme s'il y avait 10 000 personnes qui venaient pousser derrière la porte pour surtout qu'on ne l'ouvre pas. On est bien d'accord. Donc, c'est plus possible. Voilà, donc, mais en même temps, pour les personnes qui ont envie d'essayer, on peut commencer avec un doigt ou parfois même les fameux plugs. Ça permet aussi de mieux comprendre à quel moment... Voilà. Les deux étapes. Voilà, et juste un dernier petit conseil. Pour la deuxième étape, il faut plutôt avoir, donc il faut se relâcher évidemment, mais plutôt avoir envie de pousser pour justement détendre le sphincter. C'est très très important. Pousser pour accueillir. Voilà. Et puis ensuite les premiers va-et-vient évidemment doivent être assez doux. Mais après, une fois que c'est ouvert, on peut avoir un coït. Voilà. Bon, je crois qu'on a bien avancé, et c'est vrai que 90% des femmes qui n'aiment pas ça, c'est parce que la première fois qu'elles ont essayé, ça a été raté. Parce que les hommes ne connaissent pas tout ça. C'est souvent très mal fait. Honnêtement, les douleurs dans la sodomie ne sont pas liées, ou très rarement liées à la partenaire. Il peut y avoir des hémorroïdes, des fistules, bien sûr. Mais la plupart du temps, c'est parce que l'homme s'y prend mal. Il est tellement content d'arriver là que... il se croit dans un saloon, il pousse les portes. Donc, non, ça marche pas comme ça. Non, et puis dernier détail, c'est très triste de dire ça, mais il faut le dire, les 3/4 du temps dans des sodomies, dans la pornographie, les femmes ont mis des anesthésiants. Donc, elles ont mis des anesthésiants et elles ont mis un plug avant, histoire d'ouvrir le sphincter, ce qui fait que quand la scène est tournée, oui. Voilà, donc ça paraît facile, ça paraît
mais c'est loin d'être le cas et c'est triste d'ailleurs de dire ça. On va passer à tout à fait autre chose, quelque chose de beaucoup plus romantique, si je puis dire, avec notre invitée Nyn Gorman. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors vous avez un parcours déjà, vous en tant qu'autrice, ce qui est important, vous êtes écrivaine, mais on va plutôt parler de votre deuxième rôle, qui est donc directrice de collection de la nouvelle collection Nox. C'est aux éditions Albin Michel. Alors ce sont des romances pour adultes, alors ça cartonne, c'est fou. Alors carrément, la romance New Adult, qu'on l'appelle, cartonne depuis déjà un bon moment, mais il y a eu vraiment un gros boom en 2021-2022. Et c'est vrai que ça ne s'arrête plus, et aujourd'hui, de plus en plus d'éditeurs ont envie eux aussi de se lancer dans le genre. C'est ce qui se vend le mieux aujourd'hui, notamment auprès des femmes, la new romance. Philippe Arlin, vous étiez au courant de ça? Alors, j'étais au courant par mes patientes, pas autrement, mais effectivement, j'ai entendu dire par certaines que c'était ce genre de littérature qu'elles pouvaient apprécier. Alors, est sorti le 2 janvier un livre de Lena Kiefer, Westwell, et le prochain sort le 22, donc c'est pratiquement demain, de Dahlia Blake, qui s'appelle donc Black Venus. Voilà. Alors, moi, je reconnais que je comprends pas très bien, si ce n'est que ça prouve que les femmes ne changent pas, qu'elles ont toujours les mêmes désirs de rencontrer le prince charmant. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire justement sur comment vous nous expliquez ce succès de la new romance, Nyn Gorman? Alors je pense que déjà la romance a changé par rapport à avant. C'est vrai que je trouve que les romances à l'époque étaient plus axées uniquement autour de la relation, ce qui n'est plus forcément le cas aujourd'hui dans la romance New Adult. C'est-à-dire que la romance va être plutôt un vecteur pour parler d'autres sujets. Donc on va parler de sujets de société, on va parler aussi de plein de sujets importants, parfois douloureux, mais sous le prisme en fait de la romance, ça permet d'aborder un tas de choses. Donc, je pense que ça a quand même changé par rapport à avant. La question du prince charmant, je dirais pas forcément, parce que vraiment les profils sont très différents. Il y a aussi souvent ce cliché quand même du bad boy qui revenait beaucoup. Ça s'est bousculé aussi aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des romances où il y a ce qu'on appelle le golden retriever, donc le personnage masculin. Sûr, quand je disais prince charmant, oui, vous avez raison. C'est pas des princes charmants au sens romantique du terme. C'est plutôt des. Mais en tout cas, c'est des hommes qui ont de l'argent. Enfin, il y a quand même des clichés comme ça qui reviennent, je trouve. Alors, les clichés sont toujours là. Je pense que s'ils sont là, c'est qu'ils fonctionnent. Mais je pense qu'on s'en détourne aussi. Ça va vraiment dépendre en fait des livres qu'on va vouloir choisir. Par exemple. Alors, c'est quoi les paramètres qui reviennent et qui font que ça marche ? En fait, ça va vraiment dépendre des goûts des lectrices. Et c'est ça qui est riche aujourd'hui dans la romance New Adult, c'est qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc il y a notamment des lectrices qui vont bien aimer avec le personnage masculin qui a beaucoup d'argent, l'homme d'entreprise, etc. Mais il va y avoir des lectrices qui vont pas forcément aimer ça. D'ailleurs, lectrices comme lecteurs, même si c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de femmes qui en lisent, mais ce n'est pas simplement des femmes. Je pense que... Cela dit, c'est toujours les femmes qui ont lu plutôt les romans. Les hommes vont plutôt aller vers les romans policiers ou d'espionnage depuis toujours. Ça, c'est... Oui, c'est un fait, mais c'est vrai qu'on a tendance à fusionner. Mais d'ailleurs, le prochain livre qui sort chez Nox de Dahlia Blake, c'est un romantique suspense. Donc ça peut plaire justement aux personnes qui aiment bien aussi les thrillers, puisqu'on est dans le milieu de l'espionnage, on parle de la DGSE, et donc on est aussi sur une sorte d'enquête. Donc vraiment, c'est très varié. Aujourd'hui, on n'est plus seulement sur la simple romance entre un homme et une femme. Il y a aussi donc des romances LGBT. Enfin, c'est beaucoup plus varié, pardon. Oui, les deux d'ailleurs qui sortent en janvier, c'est deux histoires totalement différentes. On voit bien. Oui, carrément. Westwell, on est sur une romance. Une tragédie. Une sorte de tragédie, tout à fait. On est un petit peu à la lisière entre Roméo et Juliette, Gossip Girl et la série Succession. Donc c'est un très très gros best-seller allemand qu'on a pu acquérir. On est très très contents. Donc c'est une trilogie et le premier tome est en effet sorti le 2 janvier dernier. Alors comment, parce que je vois qu'en février, il y en a un qui va sortir, qui est un peu votre découverte, Falling into Pieces. Donc qu'est-ce qui fait que vous allez vous intéresser plus Alors là, c'est carrément un gardien de prison et un militant contre la peine de mort qui s'entrechoquent. Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, vous vous dites, celui-là, il va fonctionner ?
Alors là, ça a été vraiment le coup du hasard. Donc, Shelley Larache, l'autrice, à ce moment-là, quand j'ai découvert son texte, elle faisait un financement participatif sur les réseaux sociaux pour auto-éditer son livre. Ouais. Et je trouvais qu'elle mettait tellement d'énergie dans le travail de son texte que je me suis dit, mais il y a quelque chose, en tout cas, derrière l'autrice qui m'intéressait beaucoup. Donc, je lui ai demandé si je pouvais recevoir son manuscrit. Et ça a été un véritable coup de cœur. Donc, on est sur une romance entre deux hommes, mais surtout une romance psychologique. C'est un roman qui est très très dur dans ses thématiques, puisqu'on parle de dépression, puisque le personnage de Solveig, qui est donc le fameux gardien de prison, est un père célibataire. Il a été père à 16 ans, donc voilà, là il est seul avec ses deux jeunes filles qui ont 14 ans, et il se débat avec la dépression qu'il personnifie en l'appelant la pieuvre, et il n'arrive pas à s'en sortir. Donc c'est un personnage qui est très très dur, qui peut vraiment bousculer. Donc il y a beaucoup de trigger warning dans ce texte, mais en même temps, avec le personnage de Diesel, qui est donc le militant contre la peine de mort, qui est un personnage très solaire, il y a des scènes extrêmement drôles. Ce texte, je l'ai lu, relu et encore relu forcément pendant les phases de l'édito, et je ne m'en lasse pas, et à chaque fois, je pleure, et à chaque fois, je ris. Donc c'est une pépite, c'est un très 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 beau livre. En fait, vous raisonnez avec votre vision féminine, émotionnelle, et vous vous dites, si moi ça me plaît, c'est que ça va plaire aux lectrices, quoi. Alors je pense qu'il y a ça, mais il y a aussi, je regarde forcément avec les thématiques, on essaie de proposer un catalogue assez varié. Donc voilà, on a du romantique suspense avec lequel on commence, donc Westwell et Black Venus. Là, on a Falling into Pieces, qui est plus une romance psychologique. On va avoir un petit peu plus tard dans l'année une comédie romantique. On essaie vraiment de varier. On aura aussi une très grosse romantaisie qui sort à la fin de l'année, puisqu'on a réussi à avoir les droits de Quicksilver, qui est le texte de romantaisie qui est partout sur les réseaux sociaux. Il y a eu Netflix qui a acheté les droits, etc. Donc on essaie de varier. Donc j'essaie aussi d'avoir une réflexion, de pouvoir proposer des textes pour tout le monde. Pas forcément, moi j'ai mes petites préférences en tant que lectrice, mais je m'arrête pas à ça, forcément. Vous voulez poser des questions, Philippe ? Non, j'écoute, je suis très sage. Alors ça s'appelle Nox, hein, c'est donc une nouvelle collection, si je puis dire, hein, et vous êtes la directrice, Nine Gorman. Combien d'exemplaires en moyenne ça peut atteindre, la New Romance aujourd'hui ? Si on prend des succès comme Captive, on est sur plusieurs centaines de milliers d'exemplaires, si ce n'est le million qui a dû être atteint, je pense. C'est fou, hein, c'est assez impressionnant. Après, je pense qu'il y a des disparités. Forcément, il y a des textes qui vont se vendre beaucoup moins, etc. Sûr, un petit peu partout. Mais c'est des succès inimaginables parce qu'on a tendance à dire que les gens ne lisent plus. Là, on peut dire que les femmes lisent encore. Hein. Ah, mais carrément. Non, vraiment, il y a même des librairies aujourd'hui qui sont spécialisées dans la romance, qui se créent et qui cartonnent. Donc, il y a vraiment une très, très forte demande. C'est une littérature aussi qui est très proche des générations actuelles, notamment par les sujets qui sont abordés, mais aussi parce que c'est une littérature qui est quand même assez boudée, on va dire, entre guillemets, des médias traditionnels. Et donc, il y a beaucoup de communication qui se fait via les réseaux sociaux. Et donc, les auteurs et les autrices de romances new adult sont très, très proches de leur lectorat. Ce qui aussi appuie ce phénomène. C'est plutôt des lectrices très jeunes, donc plutôt jeunes, enfin, je veux dire... Alors, la romance new adult est normalement ciblée pour les 18-35 ans. C'est ça, donc assez jeune. Eh bien, merci en tout cas, Nine Gorman, d'être venue nous en parler. Les deux qui sortent donc en janvier, c'est Westwell de Lena Kieffer et Black Venus de Dahlia Blake, qui sortent donc en janvier chez Albin Michel. C'est deux beaux livres que j'ai eu la chance d'avoir et qui sont vraiment il y a de quoi passer du bon temps. Hein. Ce sont des vrais romans. Merci beaucoup, merci beaucoup à vous, Nine Gorman. Merci. Et on fait une petite pause et on va revenir sur le sujet du jour, l'orgasme féminin avec vous, Philippe Parlin. Avec plaisir. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et on va revenir sur l'orgasme féminin avec vous, Philippe Parlin. Et là, on va vraiment parler de plaisir et avec Jean-Luc qui nous rejoint. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Bonjour Jean-Luc. Et tous mes voeux à vous deux pour cette année qui débute. Merci. Merci. C'est vrai qu'on a jusqu'à la fin du mois, je crois. Oui, il me semble. Hein. Oui, absolument. Puis alors moi, comme beaucoup d'auditeurs me le souhaitent, je vais passer une année 2025 extraordinaire avec des orgasmes toutes les nuits. Voilà. Je plaisante, évidemment. Alors, racontez-nous, qu'est-ce que vous avez envie de nous dire, vous, justement, Jean-Luc ? Sur
l'orgasme féminin, que c'est quelque chose qui s'apprend, qui se découvre. Il n'y a rien d'inné en fait dedans. Oui et non. Alors pour les hommes ou pour les femmes? Pour les hommes. Pour les hommes, je pense que pour les femmes aussi, ça se découvre tout autant et on apprend son corps, on lit son corps et en fonction de ses réactions, on évolue. Cela dit, vous avez raison. On dit souvent, beaucoup de gens, je ne sais pas si c'est votre avis, mais beaucoup de sexothérapeutes le disent, c'est rare qu'une femme avant 35 ans, elle ait réellement des orgasmes facilement, et etc., etc. Bon, après, pas de généralité, mais quand même. Ah là, je commence à avoir quelques heures de vol et je ne veux pas dire que je confirme parce que je n'ai pas non plus un échantillon extraordinaire, mais du peu que j'ai eu l'occasion et le privilège de pratiquer, je me rends compte que oui, plus une femme mûrit, pour peu qu'elle soit aussi avec un partenaire éveillé à ça. Parce que si vous avez un partenaire qui est à moitié en mode je suis dans la performance, je m'appelle Bobo. Non, mais ce qui se passe souvent, c'est que quand on a 17-18 ans, on ne connaît pas tellement son corps, on ne connaît pas tellement sa sexualité, on peut tout à fait se caser avec un homme qui n'est pas non plus un très bon amant, et puis on vit déjà parfois 10 ans et on passe à côté. Mais je crois que la différence, parce que je ne suis pas forcément d'accord sur le fait que les jeunes femmes ne causent pas l'orgasme, c'est proportionnel à la masturbation. C'est-à-dire que mais voilà, on n'est que sur 40% de femmes qui reconnaissent, même pas. C'est sûr que les femmes qui se masturbent, si elles se masturbent jeunes, elles vont avoir des accès à l'orgasme très jeunes et ça va leur permettre aussi dans leur sexualité de mieux connaître ce qu'elles aiment et peut-être de mieux participer. Leur orgasme va évoluer, mais elles en ont depuis très jeunes. Puis sans oublier toutes les femmes qui ont subi des abus, donc voilà, qui vont pas forcément. On part quand même avec un handicap par rapport aux hommes. Non, mais bien sûr. Moi, je trouve ça, c'est carrément. Vous pouvez pas savoir à quel point ça m'attriste quand une femme me dit j'ai été abusée, ou quand j'entends dans toutes vos émissions vraiment une grosse majorité de femmes dire j'ai été abusée dans ma jeunesse. Ça me désespère. Vous pouvez pas savoir comment. Alors, il faut quand même savoir qu'on a un prisme un peu différent de la réalité, peut-être, parce que j'ai plus de femmes qui vont parler de difficultés que dans la vie de tout, et vous aussi, et moi, par forcément. définition, puisque mes patientes peuvent aussi venir me voir pour se reconstruire après ce genre d'abus. Donc, mais les chiffres sont là, hein, c'est une femme sur 4, donc c'est pas rien. Oui, moi je vous dis, depuis que je suis célibataire, les quelques femmes avec qui j'ai failli commencer un bout de chemin, toutes, ces 100%, ont été abusées et donc un accès à la sexualité extrêmement dur. Alors, ça me perturbe vraiment parce que avec la femme avec qui j'ai partagé la majorité de ma vie, on avait justement cette sexualité qui amenait à des orgasmes, mais complètement irréalistes. Et là, j'ai vraiment du mal à retrouver une compagne avec qui on arrive à s'entendre pour recheminer vers ces moments de plaisir ultra intenses. Oui, alors après, c'est pas parce qu'une femme a été abusée qu'elle peut pas retrouver des plaisirs intenses. Hein. On est bien d'accord. Mais la preuve, c'est que mon ex-femme était aussi abusée par son père. Maintenant, celles que j'ai rencontrées depuis, elles sont plus en mode protection parce que à l'âge que j'ai, c'est des femmes qui ont à peu près mon âge, plus de 50 ans, et elles ont un échec, 2 échecs, 3 échecs, et du coup elles se surprotègent. Et il y a beaucoup de femmes qui osent pas se dire, par exemple, je vais m'investir et aimer un homme parce que si ça doit encore se finir, je vais encore souffrir. Et il y a une énorme réserve de... Alors, il y a à cause des abus, et puis il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, les femmes émotionnellement sont quand même... mettent beaucoup plus d'enjeux émotionnels dans la sexualité que les hommes, au départ, en tout cas. Après, oui, c'est 2 types d'expériences négatives. L'expérience négative de l'abus et l'expérience négative de relations qui n'ont pas abouti, où on a l'impression qu'on s'est fait avoir, que l'autre a été voir ailleurs, qu'il a profité de nous, etc. Donc,
on est extrêmement en prudence, en protection, beaucoup plus à cause des relations ratées qu'à cause de l'abus. Oui. Je constate ça malheureusement, et quand même pour être clair, alors aux grandes dames de mes copains, je dirais, je suis un mec qui refuse de coucher le premier soir, voire même le premier mois. J'ai vraiment, moi, besoin de me sentir émotionnellement proche de cette femme, et puis éventuellement, à un moment donné, il va se passer... Mais je crois pas que les femmes, ça les gêne. Non, il a dit ça gênait ses copains. Aux grandes dames de ses copains. Ah oui, bien sûr. Oui, non, parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui apprécient qu'on prenne le temps. Alors... Et malheureusement, quand on doit éventuellement commencer à passer à l'acte ou quoi que ce soit, il y a des blocages, des réticences, et en discutant, moi j'en ai vu... Alors, il y a quand même un conseil que je peux vous donner, Jean-Luc. Il ne faut pas trop attendre non plus entre la première fois et le moment où on commence à avoir une sexualité. Parce qu'une femme peut, si on attend trop, mettre de côté l'excitation qu'elle a pu avoir à un moment donné, et du coup c'est plus compliqué pour elle. Elle est moins motivée. Il faut faire très attention entre pas assez attendre et trop attendre. Moi je vous dirais pas d'attendre un mois. Je vous dirais peut-être. Non, mais quand je dis un mois, c'est façon de dire, on prend le temps. On va pas précipiter les choses. Oui, mais entre ne pas coucher le premier soir et attendre un mois, il y a une grande marge. En tout cas, est-ce que ça fonctionne si vous faites ça? Alors oui, il y a toujours ce moment où on va passer en mode horizontal, tout nu. Sauf que moi je m'aperçois dans leur réaction corporelle, le corps fuit, le bassin déjoue, enfin il y a plein de petits trucs comme ça, parce que avec mon ex-femme, on avait découvert tout ça. Mais là, on en revient toujours, je suis désolée parce qu'on est en fin d'émission, donc on va conclure là-dessus, on est toujours avec le fait qu'il ne faut pas rester avec l'idée de ce qui se passait avec votre ex-compagne. Chaque nouvelle femme est une nouvelle aventure. Philippe Arlin, je crois que c'est peut-être le mot de la fin. Oui, et puis là, il y a peut-être une attirance vers des femmes qui ont des problématiques, peut-être une envie de réparer ces femmes, et du coup, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il faut peut-être aussi essayer de trouver des femmes qui sont plus à l'aise, plus joyeuses dans leur sexualité, plus assumées, parce que... Pas jouer le rôle de sauveur. Ouais. Ça ne marche pas à tous les coups. Peut-être que vous avez raison, Philippe Alain. Peut-être que Jean-Luc a un petit côté sauveur en lui. Je crois qu'il souffre tellement de voir ce qu'ont subi les femmes qu'il aimerait pouvoir les réparer. Et j'ai envie de dire, c'est pas son job. Il faut qu'il profite de la vie lui aussi. Voilà, et c'est pas, on peut pas réparer les autres. C'est les autres qui doivent se réparer eux-mêmes. Et c'est pour ça que vous êtes là, parce que ça, c'est votre rôle d'aider les femmes à se réparer. Et donc, je vous invite, vous, si vous nous écoutez, que vous avez une sexualité qui est un peu bancale, n'hésitez pas, Philippe Arlin peut vous recevoir même par Zoom, puisqu'il est sexothérapeute. Merci beaucoup de ces 2 émissions que vous avez pu faire avec nous. Merci Brigitte de cette occasion de parler de ce sujet. Et puis, tout de suite, vous retrouvez Alexandre Delevanne, mais nous serons lundi avec Stéphane Clerget, et on va comprendre pourquoi au moment de l'adolescence, on a tellement peur de l'autre sexe. Ça, c'est un vrai sujet aussi.